Sans doute jamais durant notre vie commune, je n'avais cessé de laisser entendre à Albertine que cette vie ne serait vraisemblablement que provisoire, de façon qu'Albertine continuât à y trouver quelque charme. Mais ce soir, j'avais été plus loin, ayant craint que de vagues menaces de séparation ne fussent plus suffisantes, contredites qu'elles seraient sans doute, dans l'esprit d'Albertine, par son idée d'un grand amour jaloux pour elle, qui m'aurait, semblait-elle dire, fait aller enquêter chez les Verdurin. Ce soir-là, je pensais que parmi les autres causes qui avaient pu me décider brusquement, sans même m'en rendre compte qu'au fur et à mesure, à jouer cette comédie de rupture, il y avait surtout que, quand dans une de ces impulsions comme en avait mon père, je menaçais un être dans sa sécurité, comme je n'avais pas, comme lui, le courage de réaliser une menace, pour ne pas laisser croire qu'elle n'avait été que parole en l'air, j'allais assez loin dans les apparences de la réalisation et ne me repliais que quand l'adversaire, ayant eu vraiment l'illusion de ma sincérité, avait tremblé pour tout de bon. D'ailleurs, dans ces mensonges, nous sentons bien qu'il y a de la vérité. Que si la vie n'apporte pas de changement à nos amours, c'est nous-mêmes qui voudrons en apporter ou en feindre et parler de séparation, tant nous sentons que tous les amours et toutes les choses évoluent rapidement vers l'adieu. On veut pleurer les larmes qu'il apportera bien avant qu'ils surviennent. Sans doute y avait-il cette fois, dans la scène que j'avais jouée, une raison d'utilité. J'avais soudain tenu à garder Albertine parce que je la sentais éparse en d'autres êtres auxquels je ne pouvais l'empêcher de se joindre. Mais eût-elle à jamais renoncé à tous pour moi, que j'aurais peut-être résolu plus fermement encore de ne la quitter jamais, car la séparation est, par la jalousie, rendue cruelle, mais par la reconnaissance, impossible. Je sentais en tout cas que je livrais la grande bataille où je devais vaincre ou succomber. J'aurais offert à Albertine en 1 heure tout ce que je possédais, parce que je me disais « tout dépend de cette bataille ». Mais ces batailles ressemblent moins à celles d'autrefois qui duraient quelques heures qu'à une bataille contemporaine qui n'est finie ni le lendemain, ni le surlendemain, ni la semaine suivante. On donne toutes ses forces parce qu'on croit toujours que ce sont les dernières dont on aura besoin, et plus d'1 année se passe sans amener la décision. Peut-être une inconsciente réminiscence de scènes menteuses faites par M. de Charlus, auprès duquel j'étais quand la crainte d'être quittée par Albertine s'était emparée de moi, s'y ajoutait-elle. Mais plus tard, j'ai entendu raconter par ma mère ceci, que j'ignorais alors, et qui me donne à croire que j'avais trouvé tous les éléments de cette scène en moi-même, dans ces réserves obscures de l'hérédité, que certaines émotions, agissant en cela comme sur l'épargne de nos forces emmagasinées, les médicaments analogues à l'alcool et au café, nous rendent disponibles. Quand ma tante Léonie apprenait par Eulalie que Françoise, sûre que sa maîtresse ne sortirait jamais plus, avait manigancé en secret quelques sorties que ma tante devait ignorer, celle-ci, la veille, faisait semblant de décider qu'elle essayerait le lendemain d'une promenade. À Françoise, incrédule, elle faisait non seulement préparer d'avance ses affaires, faire prendre l'air à celle qui était depuis trop longtemps renfermée, mais même commander la voiture, régler à 1/4 d'heure près tous les détails de la journée. Ce n'était que quand Françoise, convaincue, ou du moins ébranlée, avait été forcée d'avouer à ma tante les projets qu'elle-même avait formés, que celle-ci renonçait publiquement aux siens pour ne pas, disait-elle, entraver ceux de Françoise. De même, pour qu'Albertine ne pût pas croire que j'exagérais, et pour la faire aller le plus loin possible dans l'idée que nous nous quittions, tirant moi-même les déductions de ce que je venais d'avancer, je m'étais mis à anticiper le temps qui allait commencer le lendemain et qui durerait toujours, le temps où nous serions séparés, adressant à Albertine les mêmes recommandations que si nous n'allions pas nous réconcilier tout à l'heure. Comme les généraux, qui jugeant que pour qu'une feinte réussisse à tromper l'ennemi, il faut la pousser à fond, j'avais engagé dans celle-ci presque autant de mes forces de sensibilité que si elle avait été véritable. Cette scène de séparation fictive finissait par me faire presque autant de chagrin que si elle avait été réelle, peut-être parce que un des 2 acteurs, Albertine, en la croyant telle, ajoutait pour l'autre à l'illusion. Alors qu'on vivait au jour le jour, qui même pénible restait supportable, retenu dans le terre-à-terre par le lest de l'habitude et par cette certitude que le lendemain, dût-il être cruel, contiendrait la présence de l'être auquel on tient, voici que, follement, je détruisais toute cette pesante vie. Je ne la détruisais, il est vrai, que d'une façon fictive, mais cela suffisait pour me désoler.
Peut-être parce que les paroles tristes que l'on prononce, même mensongèrement, portent en elles leur tristesse et nous l'injectent profondément. Peut-être parce qu'on sait qu'en simulant des adieux, on évoque par anticipation une heure qui viendra fatalement plus tard. Puis l'on n'est pas bien assuré qu'on ne vient pas de déclencher le mécanisme qui la fera sonner. Dans tout bluff, il y a, si petite qu'elle soit, une part d'incertitude sur ce que va faire celui qu'on trompe. Si cette comédie de séparation allait aboutir à une séparation, on ne peut en envisager la possibilité, même invraisemblable, sans un serrement de cœur. On est doublement anxieux, car la séparation se produirait alors au moment où elle serait insupportable, où on vient d'avoir de la souffrance par la femme qui vous quitterait avant de vous avoir guéri, au moins apaisé. Enfin, nous n'avons plus le point d'appui de l'habitude sur laquelle nous nous reposons, même dans le chagrin. Nous venons, volontairement, de nous en priver. Nous avons donné à la journée présente une importance exceptionnelle. Nous l'avons détachée des journées contiguës. Elle flotte, s'enracine comme un jour de départ. Notre imagination, cessant d'être paralysée par l'habitude, s'est éveillée. Nous avons soudain adjoint à notre amour quotidien des rêveries sentimentales qui le grandissent énormément, nous rendent indispensable une présence sur laquelle, justement, nous ne sommes plus absolument certains de pouvoir compter. Sans doute, c'est justement afin d'assurer pour l'avenir cette présence que nous nous sommes livrés au jeu de pouvoir nous en passer. Mais ce jeu, nous y avons été pris nous-mêmes. Nous avons recommencé à souffrir parce que nous avons fait quelque chose de nouveau, d'inaccoutumé, et qui se trouve ressembler ainsi à ces cures qui doivent guérir plus tard le mal dont on souffre, mais dont les premiers effets sont de l'aggraver. J'avais les larmes aux yeux, comme ceux qui, seuls dans leur chambre, imaginent, selon les détours capricieux de leur rêverie, la mort d'un être qu'ils aiment, se représentent si minutieusement la douleur qu'ils auraient qu'ils finissent par l'éprouver. Ainsi, en multipliant les recommandations à Albertine sur la conduite qu'elle aura à tenir à mon égard quand nous allions être séparés, il me semblait que j'avais presque autant de chagrin que si nous n'avions pas dû nous réconcilier tout à l'heure. Et puis, étais-je si sûre de le pouvoir, de faire revenir Albertine à l'idée de la vie commune? Et si j'y réussissais pour ce soir, que chez elle l'état d'esprit que cette scène avait dissipé ne renaîtrait pas? Je me sentais, mais ne me croyais pas maître de l'avenir, parce que je comprenais que cette sensation venait seulement de ce qu'il n'existait pas encore, et qu'ainsi je n'étais pas accablée de sa nécessité. Enfin, tout en mentant, je mettais peut-être dans mes paroles plus de vérité que je ne croyais. Je venais d'avoir un exemple quand j'avais dit à Albertine que je l'oublierais vite. C'est ce qui m'était en effet arrivé avec Gilberte, que je m'abstenais maintenant d'aller voir pour éviter non pas une souffrance, mais une corvée. Et certes, j'avais souffert en écrivant à Gilberte que je ne la verrais plus, et je n'allais que de temps en temps chez elle. Or, toutes les heures d'Albertine m'appartenaient, et en amour, il est plus facile de renoncer à un sentiment que de perdre une habitude. Mais tant de paroles douloureuses concernant notre séparation, si la force de les prononcer m'était donnée parce que je les savais mensongères, en revanche, elles étaient sincères dans la bouche d'Albertine quand je l'entendis s'écrier « Ah, c'est promis, je ne vous reverrai jamais. Tout plutôt que de vous voir pleurer comme cela, mon chéri. Je ne veux pas vous faire de chagrin, et puisqu'il le faut, on ne se verra plus. » Elles étaient sincères. Ce qu'elles n'eussent pu être de ma part, parce que, d'une part, comme Albertine n'avait pour moi que de l'amitié, le renoncement qu'elle promettait lui coûtait moins. Parce que, d'autre part, dans une séparation, c'est celui qui n'aime pas d'amour qui dit les choses tendres, l'amour ne s'exprimant pas directement. Parce qu'enfin, mes larmes, qui eussent été si peu de choses dans un grand amour, lui paraissaient presque extraordinaires et la bouleversaient, transposée dans le domaine de cette amitié où elle restait, de cette amitié plus grande que la mienne, à ce qu'elle venait de dire. Ce qui n'était peut-être pas tout à fait inexact, car les 1000 bontés de l'amour peuvent finir par éveiller, chez l'être qui l'inspire en ne l'éprouvant pas, une affection, une reconnaissance moins égoïste que le sentiment qui les a provoqués, et qui peut-être, après des années de séparation, quand il ne restera rien de lui chez l'ancien amant, subsisteront toujours chez l'aimé. « Ma petite Albertine, répondis-je, vous êtes bien gentille de me le promettre.
Du reste, les premières années du mois, j'éviterai les endroits où vous serez. Vous ne savez pas si vous irez cet été à Balbec, parce que, dans ce cas-là, je m'arrangerai pour ne pas y aller. Maintenant, si je continuais à progresser ainsi, devançant les temps dans mon invention mensongère, ce n'était pas moins pour faire peur à Albertine que pour me faire mal à moi-même. Comme un homme qui n'avait d'abord que des motifs peu importants de se fâcher, se grise tout à fait par les éclats de sa propre voix, et se laisse emporter par une fureur engendrée non par ses griefs, mais par sa colère elle-même en voie de croissance. Ainsi je roulais de plus en plus vite sur la pente de ma tristesse, vers un désespoir de plus en plus profond, et avec l'inertie d'un homme qui, sans le froid le saisir, n'essaye pas de lutter, et trouve même à frissonner une espèce de plaisir. Et si j'avais enfin, tout à l'heure, comme j'y comptais bien, la force de me ressaisir, de réagir et de faire machine arrière, bien plus que du chagrin qu'Albertine m'avait fait en accueillant si mal mon retour, c'était celui que j'avais éprouvé à imaginer, pour feindre de les régler, les formalités d'une séparation imaginaire, à en prévoir les suites que le baiser d'Albertine, au moment de me dire bonsoir, aurait aujourd'hui à me consoler. En tout cas, ce bonsoir, il ne fallut pas que ce fût elle qui me le dit d'elle-même, ce qui m'eût rendu plus difficile le revirement par lequel je lui proposerais de renoncer à notre séparation. Aussi, je ne cessais de lui rappeler que l'heure de nous dire bonsoir était depuis longtemps venue, ce qui, en me laissant l'initiative, me permettait de le retarder encore d'un moment. Et ainsi, je semais d'allusions à la nuit déjà si avancée, à notre fatigue, les questions que je posais à Albertine. « Je ne sais pas où j'irai, répondit-elle à la dernière, d'un air préoccupé. Peut-être j'irai en Touraine, chez ma tante. Et ce premier projet qu'elle ébauchait me glaça, comme s'il commençait à réaliser effectivement notre séparation définitive. Elle regarda la chambre, le piano là, les fauteuils de satin bleu. « Je ne peux pas me faire encore l'idée que je ne verrai plus tout cela, ni demain, ni après-demain, ni jamais. Pauvre petite chambre. Il me semble que c'est impossible. Cela ne peut pas m'entrer dans la tête. » « Il le fallait. Vous étiez si malheureuse ici. »« Mais non, je n'étais pas malheureuse. C'est maintenant que je le serai. »« Mais non, je vous assure, c'est mieux pour vous. Pour vous, peut-être. » Je me mis à regarder fixement dans le vide, comme si, en proie à une grande hésitation, je me débattais contre une idée qui me fut venue à l'esprit. Enfin, tout d'un coup, « Écoutez, Albertine, vous dites que vous êtes plus heureuse ici, que vous allez être malheureuse. »« Bien sûr. Cela me bouleverse. Voulez-vous que nous essayions de prolonger de quelques semaines ? Ah, qui sait ? Semaine par semaine, on peut peut-être arriver très loin. Vous savez qu'il y a des provisoires qui peuvent finir par durer toujours. Oh, est-ce que vous seriez gentil ? Seulement alors, c'est de la folie de nous être fait mal comme cela pour rien pendant des heures. C'est comme un voyage pour lequel on s'est préparé et puis qu'on ne fait pas. Je suis moulu de chagrin. Je l'assis sur mes genoux. Je pris le manuscrit de Bergotte qu'elle désirait tant, et j'écrivis sur la couverture « À ma petite Albertine, en souvenir d'un renouvellement de bail. » « Maintenant, lui dis-je, allez dormir jusqu'à demain soir, ma chérie, car vous devez être brisée. Je suis surtout bien contente. M'aimez-vous un petit peu ? Encore 100 fois plus qu'avant. » J'aurais eu tort d'être heureux de la petite comédie, n'eût-elle pas été jusqu'à cette forme véritable de mise en scène où je l'avais poussée. N'eussions-nous fait que parler simplement de séparation, que c'eût été déjà grave. Ces conversations que l'on tient ainsi, on croit le faire non seulement sans sincérité, ce qui est en effet, mais librement. Or elles sont généralement, à notre insu, chuchotées malgré nous, le premier murmure d'une tempête que nous ne soupçonnons pas. En réalité, ce que nous exprimons alors, c'est le contraire de notre désir, lequel est de vivre toujours avec celle que nous aimons. Mais c'est aussi cette impossibilité de vivre ensemble qui fait notre souffrance quotidienne, souffrance préférée par nous à celle de la séparation, et qui finira, malgré nous, par nous séparer. D'habitude, pas tout d'un coup cependant. Le plus souvent, il arrive, ce ne fut pas, on le verra, mon cas avec Albertine, que, quelque temps après les paroles auxquelles on ne croyait pas, on met en action un essai informe de séparation voulue, non douloureuse, temporaire.
On demande à la femme, pour qu'ensuite elle se plaise mieux avec nous, pour que nous nous échappions d'autre part momentanément à des tristesses, à des fatigues continuelles, d'aller faire sans nous, ou de nous laisser faire sans elle, un voyage de quelques jours, les premiers depuis bien longtemps, passés, ce qui nous eût semblé impossible, sans elle. Très vite, elle revient prendre sa place à notre foyer. Seulement, cette séparation courte, mais réalisée, n'est pas aussi arbitrairement décidée et aussi certainement la seule que nous nous figurons. Les mêmes tristesses recommencent. La même difficulté de vivre ensemble s'accentue. Seule la séparation n'est plus quelque chose d'aussi difficile. On a commencé par en parler, on l'a ensuite exécuté sous une forme aimable. Mais ce ne sont que des prodromes que nous n'avons pas reconnus. Bientôt, à la séparation momentanée et souriante, succédera la séparation atroce et définitive que nous avons préparée sans le savoir. Venez dans ma chambre dans 5 minutes pour que je puisse vous voir un peu, mon petit chéri. Vous serez plein de gentillesse. Mais je m'endormirai vite après, car je suis comme une morte. Ce fut une morte, en effet, que je vis quand j'entrai ensuite dans sa chambre. Elle s'était endormie, aussitôt couchée. Ses draps roulés comme un suaire autour de son corps avaient pris, avec leurs beaux plis, une rigidité de pierre. On eût dit, comme dans certains jugements derniers du Moyen-Âge, que la tête seule surgissait hors de la tombe, attendant dans son sommeil la trompette de l'archange. Cette tête avait été surprise par le sommeil, presque renversée, les cheveux hirsutes. Et en voyant ce corps insignifiant couché là, je me demandais quelle table de logarithme il constituait pour que toutes les actions auxquelles il avait pu être mêlé, depuis un poussement de coude jusqu'à un frôlement de robe, puissent me causer, étendu à l'infini de tous les points qu'ils avaient occupés dans l'espace et dans le temps, et de temps à autre brusquement revivifiés dans mon souvenir, des angoisses si douloureuses, et que je savais pourtant déterminer par des mouvements, des désirs d'elle qui m'eussent été chez une autre, chez elle-même, 5 ans avant, 5 ans après, si indifférents. Tout cela était mensonge, mais mensonge pour lequel je n'avais pas le courage de chercher d'autre solution que ma mort. Ainsi je restais, dans la pelisse que je n'avais pas encore retirée depuis mon retour de chez les Verdurin, devant ce corps tordu, cette figure allégorique de quoi? De ma mort? De mon œuvre? Bientôt je commençais à entendre sa respiration égale. J'allais m'asseoir au bord de son lit pour faire cette cure calmante de brise et de contemplation, puis je me retirais tout doucement pour ne pas la réveiller. Il était si tard que dès le matin, je recommandais à Françoise de marcher bien doucement quand elle aurait à passer devant sa chambre. Aussi, Françoise, persuadée que nous avions passé la nuit dans ce qu'elle appelait des orgies, recommanda ironiquement aux autres domestiques de ne pas éveiller la princesse. Et c'était une des choses que je craignais, que Françoise, un jour, ne pût plus se contenir, fût insolente avec Albertine et que cela n'amenât des complications dans notre vie. Françoise n'était plus alors, comme à l'époque où elle souffrait de voir Eulalie bien traitée par ma tante, d'âge à supporter vaillamment sa jalousie. Celle-ci altérait, paralysait le visage de notre servante à tel point que, par moments, je me demandais si, sans que je m'en fusse aperçue, elle n'avait pas eu, à la suite de quelques crises de colère, une petite attaque. Ayant ainsi demandé qu'on préservât le sommeil d'Albertine, je ne pus moi-même en trouver aucun. J'essayais de comprendre quel était le véritable état d'esprit d'Albertine. Par la triste comédie que j'avais jouée, est-ce à un péril réel que j'avais paré? Et malgré qu'elle prétendît se sentir si heureuse à la maison, avait-elle eu vraiment, par moments, l'idée de vouloir sa liberté? Ou au contraire, fallait-il croire ses paroles? Laquelle des deux hypothèses était la vraie? S'il m'arrivait souvent, s'il devait m'arriver surtout d'étendre un cas de ma vie passée jusqu'aux dimensions de l'histoire quand je voulais essayer de comprendre un événement politique, inversement, ce matin-là, je ne cessais d'identifier, malgré tant de différences et pour tâcher d'en comprendre la portée, notre scène de la veille avec un incident diplomatique qui venait d'avoir lieu. J'avais peut-être le droit de raisonner ainsi, car
il était bien probable qu'à mon insu, l'exemple de M. de Charlus m'avait guidé dans cette scène mensongère, que je lui avais si souvent vu jouer avec tant d'autorité. Et d'autre part, était-elle chez lui autre chose qu'une inconsciente importation dans le domaine de la vie privée de la tendance profonde de sa race allemande, provocatrice par ruse et par orgueil guerrière s'il le faut? Diverses personnes, parmi lesquelles le prince de Monaco, ayant suggéré au gouvernement français l'idée que, s'il ne se séparait pas de M. Delcassé, l'Allemagne menaçante ferait effectivement la guerre, le ministre des Affaires étrangères avait été prié de démissionner. Donc, le gouvernement français avait admis l'hypothèse d'une intention de nous faire la guerre si nous ne cédions pas. Mais d'autres personnes pensaient qu'il ne s'était agi que d'un simple bluff, et que si la France avait tenu bon, l'Allemagne n'eût pas tiré l'épée. Sans doute, le scénario était non seulement différent, mais presque inverse, puisque la menace de rompre avec moi n'avait jamais été proférée par Albertine. Mais un ensemble d'impressions avait amené chez moi la croyance qu'elle y pensait, comme le gouvernement français avait eu cette croyance pour l'Allemagne. D'autre part, si l'Allemagne désirait la paix, avoir provoqué chez le gouvernement français l'idée qu'elle voulait la guerre était une contestable et dangereuse habileté. Certes, ma conduite avait été assez adroite, si c'était la pensée que je ne me déciderais jamais à rompre avec elle qui provoquait chez Albertine de brusques désirs d'indépendance. Et n'était-il pas difficile de croire qu'elle n'en avait pas, de se refuser à voir toute une vie secrète en elle, dirigée vers la satisfaction de son vice, rien qu'à la colère avec laquelle elle avait appris que j'étais allé chez les Verdurin, s'écriant « J'en étais sûre !» et achevant de tout dévoiler en disant « Il devait avoir mademoiselle Vinteuil chez eux ?» Tout cela corroboré par la rencontre d'Albertine et de mademoiselle Verdurin que m'avait révélé André. Mais peut-être, pourtant, ces brusques désirs d'indépendance, me disais-je, quand j'essayais d'aller contre mon instinct, étaient causés, à supposer qu'ils existassent, ou finiraient par l'être, par l'idée contraire, à savoir que je n'avais jamais eu l'idée de l'épouser. Que c'était quand je faisais, comme involontairement, allusion à notre séparation prochaine que je disais la vérité. Que je la quitterais de toute façon un jour ou l'autre, croyance que ma scène de ce soir n'avait pu alors que fortifier, et qui pouvait finir par engendrer chez elle cette résolution « Si cela doit fatalement arriver un jour ou l'autre, autant en finir tout de suite. » Les préparatifs de guerre, que le plus faux des adages préconise pour faire triompher la volonté de paix, créent, au contraire, d'abord la croyance chez chacun des deux adversaires que l'autre veut la rupture, croyance qui amène à la rupture, et quand elle a eu lieu, cette autre croyance que, chez chacun des deux, que c'est l'autre qui l'a voulu. Même si la menace n'était pas sincère, son succès engage à la recommencer. Mais le point exact jusqu'où le bluff peut réussir est difficile à déterminer. Si l'un va trop loin, l'autre, qui avait jusque-là cédé, s'avance à son tour. Le premier, ne sachant plus changer de méthode, habitué à l'idée qu'avoir l'air de ne pas craindre la rupture est la meilleure manière de l'éviter, ce que j'avais fait ce soir avec Albertine, et d'ailleurs poussé à préférer, par fierté, succomber plutôt que de céder, persévère dans sa menace jusqu'au moment où personne ne peut plus reculer. Le bluff peut aussi être mêlé à la sincérité, alterné avec elle. Et il est possible que ce qui était un jeu hier devienne une réalité demain. Enfin, il peut arriver aussi qu'un des adversaires soit réellement résolu à la guerre. Il se trouvait qu'Albertine, par exemple, eut l'intention, tôt ou tard, de ne plus continuer cette vie. Ou au contraire, que l'idée ne lui en fût jamais venue à l'esprit, et que mon imagination lui eût inventé de toutes pièces. Telles furent les différentes hypothèses que j'envisageais pendant qu'elle dormait ce matin-là. Pourtant, quant à la dernière, je peux dire que je n'ai jamais, dans les temps qui suivirent, menacé Albertine de la quitter que pour répondre à une idée de mauvaise liberté d'elle. Idée qu'elle ne m'exprimait pas, mais qui me semblait être impliquée par certains mécontentements mystérieux, par certaines paroles, certains gestes dont cette idée était la seule explication possible, et pour lesquels elle se refusait à m'en donner aucune. Encore, bien souvent, je les constatais sans faire aucune allusion à une séparation possible, espérant qu'ils provenaient d'une mauvaise humeur qui finirait ce jour-là.
Mais celle-ci durait parfois sans rémission pendant des semaines entières, où Albertine semblait vouloir provoquer un conflit. Comme s'il y avait à ce moment-là, dans une région plus ou moins éloignée, des plaisirs qu'elle savait, dont sa claustration chez moi la privait, et qui l'influençaient jusqu'à ce qu'ils eussent pris fin, comme ces modifications atmosphériques qui, jusqu'au coin de notre feu, agissent sur nos nerfs, même si elles se produisent aussi loin que les îles Baléares. Ce matin-là, pendant qu'Albertine dormait, et que j'essayais de deviner ce qui était caché en elle, je reçus une lettre de ma mère, où elle m'exprimait son inquiétude de ne rien savoir de nos décisions par cette phrase de Madame de Sévigné: « Pour moi, je suis persuadée qu'il ne se mariera pas, mais alors pourquoi troubler cette fille qu'il n'épousera jamais? Pourquoi risquer de lui faire refuser des parties qu'elle ne regardera plus qu'avec mépris? Pourquoi troubler l'esprit d'une personne qu'il serait si aisé d'éviter ?» Cette lettre de ma mère me ramenait sur terre. Que vais-je chercher une âme mystérieuse, interpréter un visage et me sentir entouré de pressentiments que je n'ose approfondir, me dis-je. Je rêvais, la chose est toute simple. Je suis un jeune homme indécis, et il s'agit d'un de ces mariages dont on est quelque temps à savoir s'ils se feront ou non. Il n'y a rien là de particulier, Albertine. Cette pensée me donna une détente profonde, mais courte. Bien vite, je me dis, on peut tout ramener, en effet, si on en considère l'aspect social, au plus courant des faits divers. Du dehors, c'est peut-être ainsi que je le verrai. Mais je sais bien que ce qui est vrai, ce qui, du moins, est vrai aussi, c'est tout ce que j'ai pensé. C'est ce que j'ai lu dans les yeux d'Albertine. Ce sont les craintes qui me torturent. C'est le problème que je me pose sans cesse relativement à Albertine. L'histoire du fiancé hésitant et du mariage rompu peut correspondre à cela, comme un certain compte-rendu de théâtre fait par un courriériste de bon sens peut donner le sujet d'une pièce d'Ibsen. Mais il y a autre chose que ces faits qu'on raconte. Il est vrai que cette autre chose existe peut-être si on savait la voir chez tous les fiancés hésitants et dans tous les mariages qui traînent, mais parce qu'il y a peut-être du mystère dans la vie de tous les jours. Il m'était possible de le négliger concernant la vie des autres, mais celle d'Albertine et la mienne, je la vivais par le dedans. Albertine ne me dit pas plus à partir de cette soirée qu'elle n'avait fait dans le passé. « Je sais que vous n'avez pas confiance en moi, je vais essayer de dissiper vos soupçons. » Mais cette idée, qu'elle n'exprima jamais, eût pu servir d'explication à ses moindres actes. Non seulement elle s'arrangeait à ne jamais être seule un moment, de façon que je ne pusse ignorer ce qu'elle avait fait si je n'en croyais pas ses propres déclarations, mais même quand elle avait à téléphoner à André, ou au garage, ou au manège, ou ailleurs, elle prétendait que c'était trop ennuyeux de rester seule pour téléphoner, avec le temps que les demoiselles mettaient à vous donner la communication. Et elle s'arrangeait pour que je fusse auprès d'elle, à ce moment-là, ou, à mon défaut, Françoise, comme si elle eût craint que je puisse imaginer des communications téléphoniques blâmables et servant à donner de mystérieux rendez-vous. Hélas, tout cela ne me tranquillisait pas. J'eus un jour de découragement. Aimé m'avait renvoyé la photographie d'Esther en me disant que ce n'était pas elle. Alors Albertine avait d'autres amies intimes que celles à qui, par le contresens qu'elle avait fait en écoutant mes paroles, j'avais, en croyant parler de toute autre chose, découvert qu'elle avait donné sa photographie. Je renvoyai cette photographie à bloc. Celle que j'aurais voulu voir, c'était celle qu'Albertine avait donnée à Esther. Comment y était-elle ? Peut-être décolletée, qui sait ? Mais je n'osais en parler à Albertine, car j'aurais eu l'air de ne pas avoir vu la photographie, ni à bloc à l'égard duquel je ne voulais pas avoir l'air de m'intéresser à Albertine. Et cette vie, que reconnue si cruelle pour moi et pour Albertine quiconque eût connu mes soupçons et son esclavage, du dehors, pour Françoise, passait pour une vie de plaisir immérité que savait habilement se faire octroyer cette enjôleuse, et comme disait Françoise, qui employait beaucoup plus le féminin que le masculin, étant plus envieuse des femmes, cette charlatante. Même, comme Françoise, à mon contact, avait enrichi son vocabulaire de termes nouveaux, mais en les arrangeant à sa mode, elle disait d'Albertine qu'elle n'avait jamais connu une personne d'une telle perfidité, qui savait me tirer mes sous en jouant si bien la comédie.
ce que Françoise, qui prenait aussi facilement le particulier pour le général que le général pour le particulier, et qui n'avait que des idées assez vagues sur la distinction des genres dans l'art dramatique, appelait « savoir jouer la pantomime ». Peut-être cette erreur sur notre vraie vie, à Albertine et moi, en étais-je moi-même un peu responsable, par les vagues confirmations que, quand je causais avec Françoise, j'en laissais habilement échapper, par désir soit de la taquiner, soit de paraître, sinon aimé, du moins heureux. Et pourtant, de ma jalousie, de la surveillance que j'exerçais sur Albertine, et desquelles j'eusse tant voulu que Françoise ne se doutât pas, celle-ci ne tarda pas à deviner la réalité. Guidée, comme le spirit qui les yeux bandés trouve un objet, par cette intuition qu'elle avait des choses qui pouvaient m'être pénibles, et qui ne se laissaient pas détourner du but par les mensonges que je pouvais dire pour l'égarer. Et aussi par cette haine clairvoyante qui la poussait. Plus encore qu'à croire ses ennemies plus heureuses, plus rouées comédiennes qu'elles n'étaient, à découvrir ce qui pouvait les perdre et précipiter leur chute. Françoise n'a certainement jamais fait de scène à Albertine. Mais je connaissais l'art de l'insinuation de Françoise, le parti qu'elle savait tirer d'une mise en scène significative, et je ne peux pas croire qu'elle ait résisté à faire comprendre quotidiennement à Albertine le rôle humilié que celle-ci jouait à la maison, à l'affoler par la peinture savamment exagérée de la claustration à laquelle mon amie était soumise. J'ai trouvé une fois Françoise, ayant ajusté de grosses lunettes, qui fouillait dans mes papiers et en replaçait parmi eux un où j'avais noté un récit relatif à Swann et à l'impossibilité où il était de se passer d'Odette. L'avait-elle laissé traîner par mégarde dans la chambre d'Albertine ? D'ailleurs, au-dessus de tous les sous-entendus de Françoise, qui n'en avait été en bas que l'orchestration chuchotante et perfide, il est vraisemblable qu'avait dû s'élever plus haute, plus nette, plus pressante, la voix accusatrice et calomnieuse des Verdurins, irritée de voir qu'Albertine me retenait involontairement, et moi, elle, volontairement, loin du petit clan. Quant à l'argent que je dépensais pour Albertine, il m'était presque impossible de le cacher à Françoise, puisque je ne pouvais lui cacher aucune dépense. Françoise avait peu de défauts, mais ces défauts avaient créé chez elle, pour les servir, de véritables dons qui souvent lui manquaient hors de l'exercice de ces défauts. Le principal était la curiosité appliquée à l'argent dépensé par nous pour d'autres qu'elle. Si j'avais une note à régler, un pourboire à donner, j'avais beau me mettre à l'écart, elle trouvait une assiette à ranger, une serviette à prendre, quelque chose qui lui permit de s'approcher. Et si peu de temps que je lui laissasse, la renvoyant avec fureur, cette femme, qui n'y voyait presque plus clair, qui savait à peine compter, dirigée par ce même goût qui fait qu'un tailleur, en vous voyant, suppute instinctivement l'étoffe de votre habit et même ne peut s'empêcher de la palper, ou qu'un peintre est sensible à un effet de couleur, Françoise voyait à la dérobée, calculait instantanément ce que je donnais. Et pour qu'elle ne pût pas dire à Albertine que je corrompais son chauffeur, je prenais les devants et, m'excusant du pourboire, disais « J'ai voulu être gentil avec le chauffeur, je lui ai donné 10 francs. » Françoise, impitoyable, et à qui son coup d'œil de vieil aigle presque aveugle avait suffi, me répondait « Ah, mais non, monsieur. Monsieur lui a donné 43 francs de pourboire. Il a dit à monsieur qu'il y avait 45 francs, monsieur lui a donné 100 francs et il ne lui a rendu que 12 francs. » Elle avait eu le temps de voir et de compter le chiffre du pourboire que j'ignorais moi-même. Je me demandais si Albertine, se sentant surveillée, ne réaliserait pas elle-même cette séparation dont je l'avais menacée, car la vie, en changeant, fait des réalités avec nos fables. Chaque fois que j'entendais ouvrir une porte, j'avais ce tressaillement que ma grand-mère avait pendant son agonie chaque fois que je sonnais. Je ne croyais pas qu'elle sortît sans me l'avoir dit, mais c'était mon inconscient qui pensait cela, comme c'était l'inconscient de ma grand-mère qui palpitait au coup de sonnette alors qu'elle n'avait plus sa connaissance. Un matin même, j'eus tout d'un coup la brusque inquiétude qu'elle était non pas seulement sortie, mais partie. Je venais d'entendre une porte qui me semblait bien la porte de sa chambre. À pas de loup, j'allais jusqu'à cette chambre, j'entrais, je restais sur le seuil. Dans la pénombre, les draps étaient gonflés en demi-cercle. Ce devait être Albertine, qui, le corps incurvé,
dormait les pieds et la tête au mur. Seuls dépassant du lit, les cheveux de cette tête abondants et noirs me firent comprendre que c'était elle, qu'elle n'avait pas ouvert sa porte, pas bougé. Et je sentis ce demi-cercle immobile et vivant où tenait toute une vie humaine et qui était la seule chose à laquelle j'attachais du prix. Je sentis qu'il était là, en ma possession dominatrice. Si le but d'Albertine était de me rendre du calme, elle y réussit en partie. Ma raison, d'ailleurs, ne demandait qu'à me prouver que je m'étais trompée sur les mauvais projets d'Albertine, comme je m'étais peut-être trompée sur ses instincts vicieux. Sans doute, je faisais, dans la valeur des arguments que ma raison me fournissait, la part du désir que j'avais de les trouver bons. Mais, pour être équitable et avoir chance de voir la vérité, à moins d'admettre qu'elle ne soit jamais connue que par le pressentiment, par une émanation télépathique, ne fallait-il pas me dire que si ma raison, en cherchant à amener ma guérison, se laissait mener par mon désir, en revanche, en ce qui concernait mademoiselle Vinteuil, les vices d'Albertine, ses intentions d'avoir une autre vie, son projet de séparation, lesquels étaient les corollaires de ses vices, mon instinct avait pu, lui, pour tâcher de me rendre malade, se laisser égarer par ma jalousie. D'ailleurs, sa séquestration, qu'Albertine s'arrangeait elle-même si ingénieusement à rendre absolue, en m'ôtant la souffrance, m'ôta peu à peu le soupçon, et je pus recommencer, quand le soir ramenait mes inquiétudes, à trouver dans la présence d'Albertine l'apaisement des premiers jours. Assise à côté de mon lit, elle parlait avec moi d'une de ses toilettes ou de ces objets que je ne cessais de lui donner pour tâcher de rendre sa vie plus douce et sa prison plus belle. Albertine n'avait d'abord pensé qu'aux toilettes et à l'ameublement. Maintenant, l'argenterie l'intéressait. Aussi avais-je interrogé M. de Charlus sur la vieille argenterie française. Et cela parce que, quand nous avions fait le projet d'avoir un yacht, projet jugé irréalisable par Albertine, et par moi-même chaque fois que, me remettant à croire à sa vertu, ma jalousie diminuant ne comprimait plus d'autres désirs où elle n'avait point de place et qui demandaient aussi de l'argent pour être satisfaits, nous avions, à tout hasard, et sans qu'elle crût d'ailleurs que nous en aurions jamais un, demandé des conseils à Elstir. Or, tout autant que pour l'habillement des femmes, le goût du peintre était raffiné et difficile pour l'ameublement des yachts. Il n'y admettait que des meubles anglais et de vieilles argenteries. Cela avait amené Albertine, depuis que nous étions revenus de Balbec, à lire des ouvrages sur l'art de l'argenterie, sur les poinçons des vieux ciseleurs. Mais la vieille argenterie, ayant été fondue par 2 fois, au moment des traités d'Utrecht, quand le roi lui-même, imité en cela par les grands seigneurs, donna sa vaisselle, et en 1789, est rarissime. D'autre part, les orfèvres modernes ont eu beau reproduire toute cette argenterie d'après les dessins du Pont-aux-Choux, Elstir trouvait ce vieux neuf indigne d'entrer dans la demeure d'une femme de goût, fût-ce une demeure flottante. Je savais qu'Albertine avait lu la description des merveilles que Relier avait faites pour Madame du Barry. Elle mourrait d'envie, s'il en existait encore, quelques pièces, de les voir, moi de les lui donner. Elle avait même commencé de jolies collections, qu'elle installait avec un goût charmant dans une vitrine, et que je ne pouvais regarder sans attendrissement et sans crainte, car l'art avec lequel elle les disposait était celui fait de patience, d'ingéniosité, de nostalgie, de besoin d'oublier auquel se livrent les captifs. Pour les toilettes, ce qui plaisait surtout à ce moment, c'était tout ce que faisait Fortuny. Ces robes de Fortuny, dont j'avais vu l'une sur Madame de Guermantes, c'était celle dont Elstir, quand il nous parlait des vêtements magnifiques des contemporaines de Carpaccio et du Titien, nous avait annoncé la prochaine apparition, renaissant de leurs cendres, somptueuse. Car tout doit revenir, comme il est écrit aux voûtes de Saint-Marc, et comme le proclament, buvant aux urnes de marbre et de jaspe des chapiteaux byzantins, les oiseaux qui signifient à la fois la mort et la résurrection. Dès que les femmes avaient commencé à en porter, Albertine s'était rappelé les promesses d'Elstir. Elle en avait désiré, et nous devions aller en choisir une. Or, ces robes, si elles n'étaient pas de ces véritables robes anciennes, dans lesquelles les femmes aujourd'hui ont un peu trop l'air costumées, et qu'il est plus joli de garder comme pièce de collection, j'en cherchais d'ailleurs aussi de telles pour Albertine, n'avaient pas non plus la froideur du pastiche du fou ancien.
À la façon des décors de Certes, de Bakst, de Benoît, qui à ce moment évoquaient dans les ballets russes les époques d'art les plus aimées, à l'aide d'œuvres d'art imprégnées de leur esprit et pourtant originales, ces robes de Fortuny, fidèlement antiques mais puissamment originales, faisaient apparaître comme un décor, mais avec une plus grande force d'évocation même qu'un décor, puisque le décor restait à imaginer. La Venise, tout encombrée d'Orient, où elles auraient été portées, dont elles étaient, mieux qu'une relique dans la châsse de Saint-Marc évocatrice du soleil et des turbans environnants, la couleur fragmentée, mystérieuse et complémentaire. Tout avait péri de ce temps, mais tout renaissait, évoqué pour les relier entre elles par la splendeur du paysage et le grouillement de la vie, par le surgissement parcellaire et survivant des étoffes des Dogarès. J'avais voulu une ou deux fois demander à ce sujet conseil à madame de Guermantes. Mais la duchesse n'aimait guère les toilettes qui font costume. Elle-même, quoique en possédant, n'était jamais si bien qu'en velours noir avec des diamants. Et pour des robes telles que celles de Fortuny, elle n'était pas d'un très utile conseil. Du reste, j'avais scrupule en demandant de lui sembler n'aller la voir que lorsque par hasard j'avais besoin d'elle, alors que je refusais d'elle depuis longtemps plusieurs invitations par semaine. Je n'en recevais pas que d'elle, du reste, avec cette profusion. Certes, elle et beaucoup d'autres femmes avaient toujours été très aimables pour moi, mais ma claustration avait certainement décuplé cette amabilité. Il semble que dans la vie mondaine, reflet insignifiant de ce qui se passe en amour, la meilleure manière qu'on vous recherche, c'est de se refuser. Un homme calcule tout ce qu'il peut citer de très glorieux pour lui afin de plaire à une femme. Il varie sans cesse ses habits, veille sur sa mine. Elle n'a pas pour lui une seule des attentions qu'il reçoit de cette autre qu'en la trompant, et malgré qu'il paraisse devant elle malpropre et sans artifice pour plaire, il s'est à jamais attaché. De même, si un homme regrettait de ne pas être assez recherché par le monde, je ne lui conseillerais pas de faire plus de visites, d'avoir encore un plus bel équipage. Je lui dirais de ne se rendre à aucune invitation, de vivre enfermé dans sa chambre, de n'y laisser entrer personne, et qu'alors on ferait queue devant sa porte. Ou plutôt, je ne lui dirais pas, car c'est une façon assurée d'être recherché qui ne réussit comme celle d'être aimé, c'est-à-dire si on ne l'a nullement adopté pour cela. Si par exemple on garde toujours la chambre parce qu'on est gravement malade, ou qu'on croit l'être, ou qu'on y tient une maîtresse enfermée et qu'on préfère au monde, ou tous les trois à la fois, pour ce qui sera une raison, sans qu'il sache l'existence de cette femme, et simplement parce que vous vous refusez à lui de vous préférer à tout ce qui s'offre et de s'attacher à vous. « Il faudra que nous nous occupions bientôt de vos robes de Fortuny, dis-je un soir à Albertine. Et certes, pour elle, qui les avait longtemps désirées, qui les choisissait longuement avec moi, qui en avait d'avance la place réservée non seulement dans ses armoires, mais dans son imagination, posséder ces robes, dont pour se décider entre tant d'autres, elle examinait longuement chaque détail, serait quelque chose de plus que pour une femme trop riche, qui a plus de robes qu'elle n'en désire et ne les regarde même pas. Pourtant, malgré le sourire avec lequel Albertine me remercia en me disant « Vous êtes trop gentil », je remarquai combien elle avait l'air fatiguée et même triste. En attendant que fussent achevées ses robes, je m'en fis prêter quelques-unes, même parfois seulement des étoffes, et j'en habillai Albertine, je les drapai sur elle, elle se promenait dans ma chambre avec la majesté d'une Dogarès et la grâce d'un mannequin. Seulement, mon esclavage à Paris m'était rendu plus pesant par la vue de ces robes qui m'évoquaient Venise. Certes, Albertine était bien plus prisonnière que moi. Et c'était une chose curieuse, comme à travers les murs de sa prison, le destin, qui transforme les êtres, avait pu passer, la changer dans son essence même, et de la jeune fille de Balbec faire une ennuyeuse et docile captive. Oui, les murs de la prison n'avaient pas empêché cette influence de traverser. Peut-être même est-ce eux qui l'avaient produite. Ce n'était plus la même Albertine, parce qu'elle n'était pas, comme à Balbec, sans cesse en fuite sur sa bicyclette, introuvable à cause du nombre de petites plages où elle allait coucher chez des amis, et où d'ailleurs ses mensonges la rendaient plus difficile à atteindre. Parce qu'enfermée chez moi, docile et seule,
Elle n'était plus ce qu'à Balbec, quand j'avais pu la trouver, elle était sur la plage. Cet être fuyant, prudent et fourbe, dont la présence se prolongeait de tant de rendez-vous qu'elle était habile à dissimuler, qui la faisait aimer parce qu'il faisait souffrir, en qui, sous sa froideur avec les autres et ses réponses banales, on sentait le rendez-vous de la veille et celui du lendemain, et pour moi une pensée de dédain et de ruse. Parce que le vent de la mer ne gonflait plus ses vêtements. Parce que surtout, je lui avais coupé les ailes, qu'elle avait cessé d'être une victoire, qu'elle était une pesante esclave dont j'aurais voulu me débarrasser. Alors, pour me changer le cours de mes pensées, plutôt que de commencer avec Albertine une partie de cartes ou de dames, je lui demandai de me faire un peu de musique. Je restai dans mon lit. Elle allait s'asseoir au bout de la chambre devant le piano là, entre les portants de la bibliothèque. Elle choisissait des morceaux, ou tout nouveaux, ou qu'elle ne m'avait encore joué qu'une fois ou deux, car, commençant à me connaître, elle savait que je n'aimais proposer à mon attention que ce qui m'était encore obscur. Heureux de pouvoir, au cours de ces exécutions successives, rejoindre les unes aux autres, grâce à la lumière croissante mais hélas dénaturante et étrangère de mon intelligence, les lignes fragmentaires et interrompues de la construction, d'abord presque ensevelies dans la brume. Elle savait, et je crois comprenait, la joie que donnait les premières fois à mon esprit ce travail de modelage d'une nébuleuse encore informe. Elle devinait qu'à la 3e ou 4e exécution, mon intelligence, en ayant atteint, par conséquent mis à la même distance toutes les parties et n'ayant plus d'activité à déployer à leur égard, les avait réciproquement étendues et immobilisées sur un plan uniforme. Elle ne passait pas cependant encore à un nouveau morceau, car, sans peut-être bien se rendre compte du travail qui se faisait en moi, elle savait qu'au moment où le travail de mon intelligence était arrivé à dissiper le mystère d'une œuvre, il était bien rare que, par compensation, elle n'eût pas, au cours de sa tâche néfaste, attrapé telle ou telle réflexion profitable. Et le jour où Albertine disait « Voilà un rouleau que nous allons donner à Françoise pour qu'elle nous le fasse changer contre un autre », souvent il y avait pour moi sans doute un morceau de musique de moins dans le monde, mais une vérité de plus. Pendant qu'elle jouait, de la multiple chevelure d'Albertine, je ne pouvais voir qu'une coque de cheveux noirs en forme de cœur, appliquée au long de l'oreille comme le nœud d'une infante de Vélasquez. De même que le volume de cet ange musicien était constitué par les trajets multiples entre les différents points du passé que son souvenir occupait en moi et ses différents sièges, depuis la vue jusqu'aux sensations les plus intérieures de mon être qui m'aidaient à descendre dans l'intimité du sien, la musique qu'elle jouait avait aussi un volume, produit par la visibilité inégale des différentes phrases, selon que j'avais plus ou moins réussi à y mettre de la lumière et à rejoindre les unes aux autres les lignes d'une construction qui m'avait d'abord paru presque tout entière noyée dans le brouillard.